Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici, Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. Nous vous avons préparé un extrait de 1986. C'était une année chargée pour l'industrie du film. Création du studio Pixar, les yeux étaient braqués sur Tom Cruise dans le rôle de Maverick pour le premier Top Gun. James Cameron révélait l'un des films d'anticipation les plus importants, Aliens. Mais ce dont débattait la Chambre était loin de la science-fiction. Écoutez. De cette demande qui a été formulée, question orale. Leader de l'opposition. Une question qui s'adresse au Premier ministre pour ce qui est de l'ancien greffier de la législature d'Assemblée. Hier, le trésorier, qui, rappelons-le, a négocié tout ceci, a dit donc ceci. L'ancien greffier a droit à vie à son poste ou aussi longtemps qu'il est capable de remplir son poste. Est-ce que le Premier ministre pense qu'en fait, le greffier n'était plus en mesure de remplir ses fonctions? On en a déjà discuté hier et je n'ai pas envie non plus qu'on me prenne personnellement là-dessus. Mais je vous ai indiqué hier, et je crois que cela répond à votre question, c'est que nous pensions que le moment était venu d'apporter un certain changement au sein de l'Assemblée. On a eu des consultations avec d'autres personnes. Votre parti a également volontairement participé à ces consultations. Et je crois que c'était la vue d'ensemble ici. Ce n'est pas du tout à lui particulièrement ou personnellement que l'on en veut. On s'entendait très bien, mais tout simplement, je pensais, comme je l'ai dit auparavant, que le moment était venu de faire certains changements. Il a rempli son poste ici depuis fort longtemps. Il avait 75 ans et je crois que personne, en fait, a le droit d'avoir un droit à vie sur un poste. Et malgré ici ce qui s'est passé en 1974, je crois qu'on doit aller de l'avant. Supplémentaire. Eh bien, la réalité, Monsieur le Premier ministre, c'est que vous avez pris une décision. Vous avez pris une décision. Et que vous pensiez donc que remplacer le greffier, c'était une priorité. Or, on demande ici au public de l'Ontario de lui fournir 91 000 $ de salaire, beaucoup d'espace de bureau, 47 000 $ de coûts pour un bureau, également un versement unique de 117 000 $, également d'autres coûts de 200 000 $ et d'autres coûts supplémentaires de 8 000 $ et d'autres. Le public de l'Ontario doit donc payer ce montant d'argent, le verser au greffier, afin que l'on puisse effectuer ce changement. Je crois que les deniers publics ici que vous dépensez donnent droit au public de poser une question. Est-ce que vous pensez donc que l'ancien greffier était en mesure ou pas de combler son poste? Vous avez pris une décision et puis le public a le droit de savoir quelle est l'opinion du Premier ministre quant aux capacités de l'ancien greffier. J'aurais aimé que l'honorable député de l'Assemblée ne continue pas à s'éterniser sur cette question ou qu'il ne porte pas non plus d'autres questions de personnalité, etc. J'espère que l'honorable député va pouvoir passer outre ce genre de questions. Vous vous souviendrez que il semblait que, étant donné que d'après l'ancienne loi, il avait droit à vie, on a fait de notre mieux. C'est certes beaucoup d'argent, on en avait parlé avec vous. Beaucoup de personnes en ont parlé. Supplémentaire, dernière. Alors que vous essayez de rédiger cet accord que vous avez fait pour remplacer
le greffier, le public a une question très claire, très simple, c'est-à-dire, est-ce que vous la remplacez simplement parce que vous avez envie de changer, de dépenser 2 000 $ pour obtenir ce changement, ou parce que vous pensiez que le public aurait un meilleur service parce qu'en fait, l'ancien greffier n'était plus en mesure de combler son poste. S'il était en mesure de combler son poste et qu'en fait, ce n'était pas une question de discrimination en vue de son âge, le public aimerait savoir pourquoi vous dépensez 2 millions de dollars pour que simplement il y ait un changement de tête au bureau. Aucun membre du public ne connaissait ni l'ancien greffier ni le nouveau greffier et qu'en fait, ceci n'aurait affecté quiconque dans le grand public. Ils aimeraient donc savoir pourquoi vous avez changé de greffier et si oui ou non vous pensez qu'il était en mesure de combler son poste. Ayez le courage de vos opinions. Répondez à l'ordre. Je suis sûre que l'ancien greffier est fort heureux de voir que vous l'appuyez et que vous en parliez beaucoup. Je ne crois pas que mon honorable collègue puisse avoir le meilleur des deux mondes, là. J'ai simplement du mal à comprendre votre point de vue. Vous dites qu'il doit rester ou que c'est trop cher de lui demander de partir ou... Je ne suis pas sûre de ce que vous dites, étant donné les circonstances. Et je vous répète, mon cher collègue, qu'il y a eu beaucoup de changements qui ont eu lieu au sein de cette Chambre et même au sein de l'administration de cette province. Vous êtes d'accord avec certains, d'autres pas. Vous ne l'auriez pas fait. Nous savons que vous en avez parlé. Vous avez eu 2 ans pour le faire. Eh bien, Monsieur le Président, je ne crois pas que les chiffres cités par l'honorable député sont exacts. Par exemple, il y a eu une grande somme importante d'argent, quelques 50 millions de dollars, qui ont été dépensés pour d'autres choses. À l'ordre. Nouvelle question. Leader de l'opposition. On l'aurait laissé là, à sa place. Nous ne pensions pas qu'il était trop âgé. Nouvelle question. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Bon, je donne le droit de parole au leader de l'opposition. Sa deuxième question. Nous pensons que les personnes qui ont 75 ans sont parfaitement capables de faire un tel travail. Nous les mettons pas simplement à la porte parce que nous pensons qu'ils ne sont pas capables de faire un travail. Nouvelle question, leader de l'opposition. Ramsey sera ici avant vous. Le vote était 49 à 1. J'ai une question qui s'adresse au ministre des Collèges et Universités. Il semble, on vient de l'apprendre, Monsieur le ministre, que pour ce qui est de General Motors, qui recherche des corps de métier qualifiés et qui doivent les chercher à l'extérieur du pays, alors qu'il y a quelques 400 000 Ontariens qui manquent d'emploi, au chômage donc, que vous étiez au courant de ce manque d'ouvriers spécialisés, surtout pour ce qui est de General Motors. Est-ce que pourriez nous dire précisément qu'est-ce que vous avez fait lorsque vous avez découvert cette situation? Eh bien, Monsieur le Président, je ne sais pas où le leader de l'opposition a obtenu ces mauvais renseignements, car ce sont des renseignements erronés. Maintenant, pour ce qui est de ce qu'on veut faire, le leader de l'opposition devrait savoir que c'est un conservateur de longue date et qu'il connaît bien aussi son parti à Ottawa, qu'en fait, les formations relèvent donc du gouvernement fédéral. Et si vraiment il est préoccupé, Monsieur le Président, alors laissez-leur l'occasion de rouspéter. À l'ordre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que leurs consoeurs et collègues conservateurs à Ottawa ont renié
à l'Ontario et au Canada quelques 200 millions de dollars pour ça, alors que justement, il y a un manque de corps spécialisés. Et qu'en fait, donc, on devrait donc en parler avant tout à Ottawa. Supplémentaire. Je suppose ici que vous parlez du même premier ministre qui a été donc loué comme étant un grand conciliateur lorsqu'il était à Tokyo. C'est bien cela. À l'ordre. Est-ce que c'était ça votre question? Est-ce que c'était votre question? Non, ce n'était pas. Supplémentaire. Donc, j'aimerais poser la question suivante au ministre. Il a été indiqué dans le Toronto Star d'aujourd'hui que General Motors a indiqué qu'elle avait obtenu l'autorisation du gouvernement de l'Ontario et du gouvernement fédéral d'obtenir donc ce genre de ressources. Par conséquent, vous indiquez que soit votre ministère est incompétent ou bien que vous ne savez pas du tout ce qui se passe au sein de votre propre ministère. Par conséquent, ma question est la suivante. Quelques 83 employeurs sont venus voir Conestoga College pour une formation par apprenti. Par exemple, pour la réparation de certains instruments robotiques. Par exemple, ceux de ces machines qui seraient installées dans des usines en Ontario. Or, aujourd'hui, ce collège ne peut pas obtenir le feu vert de votre ministre pour ce programme. Pourquoi avez-vous refusé de donner le feu vert à ce programme alors que 83 employeurs ont demandé un tel programme? Monsieur le Président, le leader de l'opposition indique ici, dans sa première question, qu'en fait, General Motors est venu me voir directement pour ce qui est du manque de corps de métier spécialisés. Et ensuite, il lit un article qui indique dont il est question d'une consultation avec un ministère en Ontario. Or, pour ce qui est de ce manque de corps de métier, il semblerait que ça soit tombé dans l'oreille d'un sourd. En fait, cela relève d'ailleurs. Or, le leader de l'opposition sait que c'est au niveau fédéral que ce genre de décision se prend, à savoir si on peut demander à des corps de métier de venir d'ailleurs d'outre-mer. On leur a rappelé plusieurs fois qu'il y avait un manque de corps de métier spécialisés. Et on a essayé plusieurs fois, et tout ce qu'on a fait pour leur indiquer qu'il y avait un manque, et on leur a même montré qu'il y avait donc un programme qui serait nécessaire, on n'a rien fait. Il n'y a rien eu en réponse. Par conséquent, tout ce système d'apprentis, comme le leader de l'opposition le sait, est en fonction de la demande de l'employeur ou des employeurs et de la volonté des employeurs de bien vouloir engager des apprentis. Supplémentaire ou dernière supplémentaire? Dernière, donc, supplémentaire. J'aimerais vous répéter un refrain. Ce n'est pas la question que je pose, mais c'est votre chef qui a répété cela. Ne vous énervez pas. Dernière supplémentaire. Bon, alors plus tard, on pourra en revenir là-dessus. Donc, je reviens à la question à laquelle vous n'avez pas encore répondu pour ce qui est de ce programme d'apprentis au collège. Il y a une lettre ici qui vous est adressée de Delta Enterprises à Sarnia et ils indiquent ici qu'en la fin mai ou début juin, il y a eu des cours ou des contenus de cours qui ont été élaborés. Et en fait, ils attendent encore une réponse. Ils veulent obtenir le feu vert pour ce programme. Et en fait, ils attendent toujours une réponse. On a tout. Tout y est. Les gens qui pourraient offrir le programme. Le collège veut bien offrir le cours. Et vous examinez cela et vous ne donnez pas le feu vert. Arrêtez de vous plaindre ici. Quand est-ce que vous allez faire quelque chose? Quand est-ce que vous allez donner le feu vert pour ce programme pour les apprentis?
Monsieur le Président, le chef de l'opposition me rappelle de cet refrain. Hier, il avait parlé, hier, on s'en souvient qu'il a fallu 45 minutes pour débattre une motion. On a dû attendre 45 minutes avant de recommencer le débat. À l'ordre. Nouvelle question. Le député de York Sud. Monsieur le Président, ma question est adressée au Premier ministre. Il s'agit des renseignements que nous avons reçus à propos du régime de rente de l'hydro de l'Ontario. Je me demande si le Premier ministre peut émettre un commentaire sur le surplus que connaît le plan de l'hydro de plus de 370 millions de dollars, comparaison à 690 millions de dollars, selon des pratiques comptables de janvier 1987. Le montant va augmenter de manière astronomique au cours des prochains mois. Je me demande si le Premier ministre peut émettre un commentaire sur le fait qu'à la suite de ce surplus, l'hydro ne va pas contribuer à ce plan pour 86 ou pour 87, mais que ses employés devront continuer à contribuer à leur part et que le plan ne comprend aucune indexation et que l'hydro refuse de donner à ses employés le droit de partager la gestion de la centrale. Je me demande j'aimerais connaître l'opinion du Premier ministre à ce sujet. Monsieur le Président, je ne vois pas la connexion entre les deux faits, mais je peux comprendre le point de vue du député. Et je ne suis pas en mesure d'émettre un commentaire parce que je ne suis pas au courant de tous les faits et je ne connais pas les chiffres, mais je suppose qu'ils sont précis. Mais je suis prêt à lui donner mon avis plus tard. Question supplémentaire? Monsieur le Président, le Premier ministre ne voit aucune relation, mais je crois que le public, lui, y voit. Le public voit que des employés se font avoir par de plus en plus de plans de pension. Et le greffier de la Chambre, lui, reçoit une prime de 220 000 $ pour le reste de sa vie. Question supplémentaire. Ma question supplémentaire, c'est... Je me demande si le Premier ministre pourrait nous donner son opinion sur le fait qu'à la suite des changements comptables dont il est au courant, le montant du surplus en Ontario va augmenter en milliards à partir de janvier 1987. De plus en plus de compagnies, plutôt que de demander l'autorisation d'enlever des surplus, vont cesser de contribuer au plan, qui est en fait une sorte de retrait, mais par la porte arrière. Est-ce que le Premier ministre peut garantir aux employés qu'il y aura de l'indexation, qu'il y aura des provisions pour la retraite anticipée ou pour certaines allocations qui seront accordées, qui seront contrôlées par les employés et non par les employeurs de la province de l'Ontario? L'honorable député sera le premier à critiquer, à émettre des critiques si jamais les tarifs de l'hydro augmentaient. Je ne vois toujours pas le rapport qu'il essaie d'établir entre le plan de pension et l'accord et ce qu'on accorde à M. Lewis. La question dont vous parlez dans votre discours est quelque chose qui tracasse le gouvernement. Il s'agit de la participation des employés dans la gestion du fonds de pension. C'est quelque chose qui m'a intéressé dans le passé comme une façon de se protéger contre l'inflation. Vous avez critiqué ce fait et je ne connais pas tous les détails, que l'hydro n'a pas fait les contributions à cause du surplus. Ce qu'on regarde, évidemment, c'est une situation où les intérêts divers sont équilibrés
surtout en ce qui concerne les plans de pension, et qu'il ne s'agit pas des compagnies en faillite qui font ces contributions. Je n'ai rien dit à l'Hydro combien ils doivent contribuer. Je ne pense pas que le ministre responsable l'a fait parce qu'on essaie de maintenir l'intégrité de ce fonds. Mais l'essentiel, c'est que le gouvernement est en train d'adresser ces questions et que dans un très proche avenir, nous allons présenter un projet de loi là-dessus. Dernière question supplémentaire. Monsieur le Président, si un surplus de ce pension et une pension garantie indexée pour la vie est bon pour Roderick Lewis, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas offrir la même chose aux employés? Je ne sais pas de défendre le cas de Roderick Lewis. Je crois que la question appropriée serait si un emploi garanti à vie est bon pour Roderick Lewis, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas offrir la même chose à tout le monde dans la province? Et je dirais à l'honorable député que j'aimerais voir une telle situation pour tout le monde. Mais vous, l'honorable député de l'opposition, doit faire face à la même situation. Personne n'a de l'emploi garanti à vie dans cette province. Nouvelle question, le député de York Sud. Deux poids, deux mesures, c'est vous l'expert. J'aimerais vous poser une question en ce qui concerne l'équité salariale. Hier, nous avons entendu le gouvernement faire beaucoup de bruit en ce qui concerne le retrait de la loi sur le contrôle de loyers. Et le procureur général et le ministre du Logement ont dit la même chose. J'aimerais poser une question à propos des employés des hôpitaux. Il peut savoir qu'une décision a été prise qui ne traitait pas du tout de la question de l'équité salariale et que les bonnes reçoivent environ 2 600 $ de moins que les concierges. Et je sais que le Premier ministre a dit qu'il ne va pas s'adresser à cette question parce qu'il s'attend à une décision qui sera prise en 86-87. Je demanderai au ministre que si tel est le cas, et si les employés dans les hôpitaux sont couverts par la loi 105, qu'est-ce qu'il compte faire? Je ne suis pas au courant de cette situation. Je ne sais pas d'où il tient cette information. Et de plus, je ne peux pas être responsable des décisions des arbitres individuels. Vous savez, ils prennent beaucoup des décisions qui sont basées sur des choses qu'ils connaissent. Mais ne me demandez pas à moi de passer jugement sur ce qu'ils disent. Je ne demande pas au Premier ministre de justifier ce qu'un arbitre dit. J'aimerais qu'il justifie, par contre, le refus catégorique de son gouvernement d'accorder des protections à des employés municipaux et des employés des hôpitaux. Pourquoi est-ce qu'il veut éliminer ces employés? Pourquoi est-ce qu'il veut les éliminer? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Pourquoi est-ce qu'il tient tant à ce que ces gens rampent devant lui? Certaines personnes préfèrent voir les questions être tranchées par des arbitres. Le gouvernement a un projet bien défini en ce qui concerne comment traiter la question de l'équité salariale dans les secteurs publics et privés. Comme vous le savez, cela va comporter beaucoup de changements et nous devons y penser très attentivement. Nous avons établi un échéancier. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec cet échéancier, mais il s'agit là d'une question très complexe et beaucoup de consultations sont nécessaires. Nous allons de l'avant comme nous l'avons annoncé plus tôt. Dernière question supplémentaire. Si le Premier ministre peut parler de possibilités, peut-être que les commentaires émis hier sur le contrôle des loyers à la suite de ces commentaires, peut-être qu'il pourra nous expliquer un peu ce qu'il entend par le respect de la démocratie en Chambre. Est-ce que c'est toujours
la position du gouvernement qu'ils ont l'intention d'enlever le projet de loi 105. Monsieur le Président, le projet de loi sera discuté en Chambre, mais le député, l'honorable député, a demandé, au cours des dernières semaines, vu des cas où des législateurs ont changé d'avis à plusieurs reprises concernant certains projets de loi. Nous devons tous travailler ensemble et je ne vois aucune collaboration de la part de l'opposition. Nouvelle question. Le député de Cochrane Sud. Merci, Monsieur le Président. Oui, j'aimerais poser une question sur la responsabilité, Monsieur le Président. Ma question est destinée au Premier ministre par rapport au conflit d'intérêts. Nous avons vu, comme il a été révélé en public, l'étude de Murray Abbott, le travail de Glenys Wright, de John Robinette, le travail du comité des comptes publics, le comité de l'Assemblée législative, le rapport de Aird, de Blake Cassons. Tous ces rapports étaient accompagnés par l'interprétation unique du Premier ministre. Ma question est, compte tenu de tous ces rapports et projets de loi que le Premier ministre a vus au cours de ces quelques mois, est-ce qu'il accepte sa responsabilité pour la mise en vigueur de ces lignes de conduite? Le gouvernement travaille actuellement à l'élaboration d'une nouvelle loi qui sera proposée prochainement à l'Assemblée et qui comprendra les recommandations de M. Aird. Et cette loi concernera tous les députés de cette Chambre et il n'y aura aucune exception comme on a eu dans le passé. Monsieur le Président, si les règlements affaiblis de 1985 étaient mis en vigueur, si le Premier ministre dit qu'il est responsable de l'administration de ces lignes de conduite aujourd'hui, peut-il me dire aujourd'hui comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de nouveaux amendements? Je crois que si vous vérifiez avec le greffier, vous aurez la réponse à votre question. Nouvelle question, le député de Bellwoods. J'ai une question à propos d'un autre exemple de la méthode que ce gouvernement libéral a de gaspiller de l'argent. J'aimerais demander au Premier ministre s'il se rappelle si M. Foley, l'ancien président de UTDC, était de 85 000 $, plus quelque chose comme un paiement différé de 37 000 $ par an qu'on avait traité de menottes en or et qui pouvait monter jusqu'à 40 000 $ par année. Peut-il nous expliquer pourquoi M. Foley a lui aussi reçu une poignée de main en platine de l'ordre d'un demi-million de $? Monsieur le Premier ministre, je ne sais pas si les faits dont il parle sont justes. C'est vrai que M. Foley était engagé sous contrat par le UTDC et qu'il avait une gratification de départ. Il a reçu une indemnité de départ de 2 ans de salaire. Je crois que le député vérifie. Il va voir qu'il s'agit là d'une pratique très courante et que le comité administratif de la UTDC a reçu un avis légal avant de prendre cette décision. Question supplémentaire. C'est très bien de prétendre qu'on parlait d'un règlement à la manière du secteur privé. Mais il faut savoir que M. Foley est un fonctionnaire
et qu'il est payé de deniers publics. Il œuvrait au sein du ministère du Transport. M. Foley est un fonctionnaire de longue date au niveau administratif et il a accumulé de nombreux avantages de pension qu'il n'avait pas droit aux demi-millions de pension, non plus que M. Lewis avait droit à 2 millions de dollars. J'aimerais que vous nous expliquiez comment est-ce que vous comprenez pension et que si vous avez l'intention de dépenser, de gaspiller l'argent des contribuables pour vous débarrasser des fonctionnaires. Je suis sûr que l'honorable député, que je considère comme un grand ami, je vais vous en faire part maintenant. M. Foley a travaillé pendant 13 ans à UTDC. Je ne pense pas qu'on le considère comme un fonctionnaire. Les fonctionnaires ne touchent pas 250 000 $ ou je ne sais combien ils touchaient. Cette société était la propriété des contribuables, mais était gérée comme s'il s'agissait d'une compagnie de l'entreprise privée. Ce qu'il avait reçu, c'était l'équivalent de 2 ans de salaire, qui était quelque chose comme 320 000 $. C'est une décision qui a été prise par le comité administratif. Voilà les faits tels que je m'en souviens. Le député de Brampton. J'attends que les conservateurs jouent le petit jeu. Monsieur le Président, vous devez savoir qu'un couple très heureux de mon comté a gagné à la loterie quelque chose comme 11 millions de $. On discutait il y a quelque temps à propos de mettre une limite à ces prix. Monsieur le Président, de nombreuses personnes de temps en temps me font part de leur opinion que 10 millions de $, 11 millions ou 13 millions, c'est trop pour une personne. Ils ont proposé, et c'est aussi mon avis personnel, que ce serait une bonne idée de limiter ces montants à une somme inférieure à 10 millions. Et que le prix soit distribué parmi plusieurs personnes. Comme vous le savez, la province de l'Ontario a fait cette recommandation à la commission interprovinciale, mais les autres provinces n'étaient pas d'accord. Question supplémentaire, Monsieur le Président, j'aimerais demander si, compte tenu de cette question, s'il y a eu de suivi de la part du ministère pour savoir comment les gagnants ont traité le prime. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, je crois que toute tentative de savoir comment ils ont dépensé leur argent ont démontré que les heureux gagnants ont bien dépensé leur argent. Au cours de la réunion avec la réunion interprovinciale pour les gains de loterie, ils sont encore à décider s'il faut imposer une limite. Député de Brantford, ma question est destinée au ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Technologie concernant la société IDEA. J'aimerais vous poser des questions à propos des gens qui sont liés au Parti libéral qui ont bénéficié du favoritisme. Je doute si les millions de dollars qui ont été investis dans Wireless Systems ont été destinés à développer de nouvelles technologies, mais je crois plutôt que ces millions ont servi à la mise à la retraite de certaines personnes. J'aimerais demander au ministre quelles mesures il a prises et qu'est-ce qu'il a l'intention de faire pour essayer de récupérer ce 3 millions de dollars. Merci, Monsieur le Président. À propos de votre question, je dois dire que depuis juin 1986, le 30 juin 1986, toutes les questions relatives à IDEA Corporation,
sont discutés par le ministre de Technologie. Nous ne sommes pas très contents non plus des résultats que les comités ont obtenus et c'est une des questions que M. Jack Riddell étudiera dans son enquête. Question supplémentaire. Le ministre saura que c'est lui qui est responsable de la société IDEA. Et il doit savoir que toute compagnie qui est accompagnée d'un lobbyiste libéral peut recevoir toutes sortes de sommes d'argent. J'aimerais lui demander une question à propos de 5 millions de dollars qu'on est en train de perdre avec Graham Software. Il y a un mois environ, le président de Graham Software, M. Graham, a déclaré à une revue dans cette cité, et je cite, « Les ennuis de ma compagnie a commencé quand le gouvernement libéral a fermé les portes de IDEA. Nous ne savons pas comment notre investissement sera considéré et nous ne le savons toujours pas. » Ma question supplémentaire est celle-ci. Est-ce que le ministre a l'intention de prendre des mesures pour récupérer le plus possible de ces 5 millions que possible? Nous ne voulons pas d'enquête qui va jeter de la poudre aux yeux, mais nous voulons une réponse sûre. Monsieur le ministre, je crois qu'en fait, le député avait 3 questions, mais je vais étudier la dernière. Je peux lui assurer que nous allons faire tout ce qui est dans notre possible pour récupérer le plus possible de ce montant. Je me demande, est-ce que vous nous dites, étant donné que c'est vous qui l'avez mis sur place, c'était vos directions qu'il suivait, est-ce que vous voulez dire qu'il devait y avoir de l'ingérence politique de ma part en tant que ministre? Nouvelle question, le député de Sudbury-Est. Une question au premier ministre concernant Falconbridge Nickel pour éliminer 325 emplois. Étant donné qu'ils avaient pu 41 millions pour investir en Norvège et au Botswana, et si Falconbridge Nickel avait pu trouver 6 millions pour acheter Kidd Creek et par la suite, ils ont mis sur pied des employés et que Falconbridge n'a jamais perdu de l'argent dans ses investissements à Sudbury, est-ce qu'il va user de tous ses pouvoirs afin de demander à Falconbridge de remettre sur la table des relevés financiers afin d'éviter des mises à pied dans l'avenir? La question que pose l'honorable député est assez inquiétante à moi et au gouvernement. Et comme vous le savez, il a eu une chute dans les prix du nickel au cours des 18 derniers mois et de nombreuses opérations risquent d'être fermées. Toutefois, vous dites quelque chose qui est très intéressant. Falconbridge, dans un très proche avenir, sera convoqué afin de pouvoir discuter de leur projet. Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question aujourd'hui. Question supplémentaire. Étant donné que vous allez rencontrer Jesse James, est-ce que le Premier ministre est conscient du fait que Falconbridge, l'année dernière, a fait travailler ses employés à des heures supplémentaires excédentaires aux limites permises? Est-ce qu'il sait que si Falconbridge cesse tout développement minier dans la région de Sudbury, ce sera un coup très dur pour la région, un coup de glas pour la région? Nous ne pouvons pas. Est-ce qu'il sait qu'on ne peut pas permettre à des compagnies qui exploitent leurs ressources dans le Nord de jouer à ce genre de jeu? J'apprécie les questions soulevées par l'honorable député et les projets à long terme de Falconbridge sont pour moi une source d'inquiétude, surtout pour la région de Sudbury. C'est quelque chose que nous étudierons et je serai heureux de lui faire part de tout renseignement que je vais obtenir, ainsi qu'à propos de toute initiative que nous avons l'intention de prendre.
Bien sûr, la survie de Sudbury dépend beaucoup de ses activités. Nouvelle question. Le député de Cochrane Sud. Monsieur le Président, j'ai une question au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie. S'il pense qu'il peut éviter une vérification, eh bien, il se trompe. Monsieur le Président, ma question est destinée au ministre responsable du développement industriel dans cette province et je voudrais lui demander spécifiquement, je voudrais qu'il jette un coup d'œil à la situation de l'emploi dans l'Ontario. D'après ses propres chiffres, le chômage dans le Nord, c'est 11,5. À North Bay, c'est 12,8%. À Thunder Bay, 12,8%. À Sault Ste. Marie, 10,8%. Dans de nombreuses communautés à industrie unique, le taux de chômage est très élevé depuis que vous êtes responsable du développement industriel de la province. J'aimerais savoir quel programme vous allez mettre en place pour éviter des licenciements. Monsieur le Président, comme nous l'avons dit plusieurs reprises dans le passé, nous sommes très inquiets. Et je voudrais vous dire aussi que vous n'allez pas trouver qu'il y a eu de gouvernement qui a pris des mesures aussi rapidement que celui-ci pour rectifier ces problèmes. Je peux répéter quelques-unes des annonces que le Premier ministre avait faites concernant le nord de la province et les visites que nos ministres et leurs employés ont fait. Le ministre adjoint, le Premier ministre adjoint et le ministre de la Technologie et une conférence qui aura lieu en novembre dans le Nord, des programmes concernant le tourisme et les dons, les subventions, les prêts qui ont été faits sous l'égide de la Société pour le développement du Nord de l'Ontario. Question supplémentaire, le député de Cochrane Sud. Est-ce que le ministre... Il n'y a pas un seul employé qui a perdu son emploi sera aidé par tous ces programmes. Et vous avez le courage de dire que vous avez fait quelque chose, que vous avez pris des mesures. Question supplémentaire, s'il vous plaît. Tant qu'on parle des travailleurs dans le nord de l'Ontario, qu'est-ce que vous, en tant que ministre de Commerce, Industrie et Technologie, avez-vous fait pour protéger les employés du nord de l'Ontario qui risquent d'être licenciés à cause de ce qui se passe aux États-Unis? Qu'est-ce que vous avez fait par rapport aux États-Unis? À l'ordre. C'est la troisième fois que vous avez posé la même question. Ministre, comme mon adjoint parlementaire avait fait, qu'est-ce que vous avez fait pendant 42 ans, pendant les 42 ans que vous étiez là? Encore une fois, à l'ordre. À l'ordre. Encore une fois, je répéterai, je ne crois pas qu'il y a eu de gouvernement qui ait agi aussi rapidement pour essayer de créer des emplois dans le Nord que le Premier ministre de ce gouvernement. À l'ordre. Le député de Nickel Belt. Monsieur le Président, j'ai une question destinée au Premier ministre. Le Premier ministre était ici dans l'Assemblée hier quand j'avais posé la question, quand j'avais demandé au ministre des Affaires municipales de ne pas aller de l'avant avec sa décision de nommer le maire de Chapleau. Le ministre a refusé. Est-ce que, compte tenu de l'importance de cette question, est-ce que le Premier ministre a l'intention de demander à son ministre de ne pas aller de l'avant ou de lui dire
de ne pas le faire avant ce soir où le nouveau maire le nouveau président du conseil local va prêter serment. Je ne dis jamais à qui que ce soit de faire quoi que ce soit. Je demande leur avis et je leur conseille. Je vais bien sûr passer vos commentaires au ministre, à l'honorable ministre, et puis c'est lui qui décidera de ce qu'il veut faire. Monsieur le Président, je n'ai jamais vu un tel exemple insultant envers une communauté comme celle que le ministre a fait par la nomination du président du conseil municipal. Je veux lui demander, est-ce que le ministre a l'intention de nommer le maire de London, Ontario, si jamais le maire de London a l'intention de partir? Est-ce qu'il parle du maire de London ou de l'ancien maire de London? J'apprécie le point qu'il veut soulever, mais je n'étais pas au courant de la situation et j'ai entendu le ministre dire hier qu'il devait considérer cela selon le contexte approprié. Compte tenu de l'importance de vos sentiments à ce sujet, vous en avez parlé hier, vous parlez aujourd'hui, et le conseil que vous lui donnez, je suis sûr que le ministre, qui est une personne sensible, va tenir compte de votre avis avant de prendre une décision finale. Je voudrais y penser et je suis sûr que si, après ce que vous avez dit, il a l'intention de changer d'avis, je suis sûr qu'il va le faire. Nouvelle question. J'ai l'occasion de poser ma question. Monsieur le Président, j'adresse ma question, Monsieur le Président, au Premier ministre. Le 6 septembre, dans une entrevue dans le quotidien Le Droit, le ministre délégué aux Affaires francophones a exigé qu'on replace notre président de l'Assemblée parce qu'il n'est pas bilingue et que le Premier ministre est très ouvert à cela. Je cite les mots. Le Premier ministre David Peterson serait sans doute très ouvert à cette proposition. Je voudrais savoir si le Premier ministre et son gouvernement partagent cette expression publique par un membre de son cabinet de manque de confiance en notre président. Est-il vraiment ouvert à cette suggestion et quelle est sa position vraiment à ce moment-ci? Premier. Je veux dire, le membre, mon ami de Hyde Park, je n'ai pas compris exactement sa question. Ma position sur quelle question est-ce que vous voulez comprendre? C'est quelle question? Qu'est-ce que c'est votre problème? Monsieur le Président, it's not my problem. When a cabinet minister... Lorsqu'un ministre du Canada demande que le président soit remplacé en public et qu'il demande qu'il soit remplacé parce qu'il n'est pas bilingue, je vous ai demandé, est-ce que c'est ce que vous pensez? Est-ce que vous allez également lui donner le même accord, entente de prime de départ comme le greffier? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est à vous de répondre, pas à moi. Je pense que être bilingue comme vous et quelques-uns des autres ici. C'est une bonne chose, pas pour le clerc, mais pour le président et tout le monde. Et j'espère que quelquefois, à l'avenir, tous les membres seraient capables de discuter tous les issues en français. C'est pas une question extrême, pas une position extrême, à mon avis, parce que, comme vous savez, le ministre, il a des opinions très fortes, question de francophone ici à Ontario, et c'est une position qui beaucoup les autres ministères ensemble avec lui. C'est pas une question grave. New question. Nouvelle question, député de Welcome. Ma question s'adresse au ministre de la Consommation et du Commerce. Il semblerait que le bureau d'assurance pour la publicité donc de 12 000 $, on l'a vu dans le Globe and Mail de ce matin, et il suffit d'un clin d'œil pour comprendre pourquoi les primes d'assurance augmentent. On a des photos ici de 9 accidents différents et en tout petit, il est écrit au bas que les accidents montrés ici ne se sont pas produits à l'endroit et au moment cité.
En fait, j'aimerais vous demander si vous ne pensez pas qu'en fait, c'est une très mauvaise utilisation ici de la publicité, étant donné que il en revient de ses propres intérêts et qu'en fait, ces photos qui sont en quelque sorte fausses, est-ce que ce ne sont pas une mauvaise politique? Monsieur le Président, la publicité qui a été faite par les compagnies d'assurance n'a rien à voir avec moi du tout et c'est libre à eux de faire ce qu'ils veulent. J'aimerais également vous indiquer comment pouvez-vous dire que c'est une fausse publicité alors que les photos démontrent exactement ce dont il est question. Je ne pense pas qu'on ait besoin de cette publicité. Par exemple, vous-même servez de porte-parole pour les compagnies. J'aimerais poser une question supplémentaire, Monsieur le Président. J'aimerais également dire que ces accidents seraient en Ontario, Nouveau-Brunswick, en Alberta, Nouvelle-Écosse. Et en fait, il n'est pas du tout question du fait que Manitoba, la Saskatchewan et une autre province ne sont pas indiquées, la Colombie-Britannique entre autres. Or, il semblerait ici que on n'a pas mentionné ces provinces parce que les taux n'ont pas augmenté en 2 ans. Pourquoi donc vous refusez-vous obstinément à divulguer les prix dans ces 3 provinces qui, en fait, pourraient représenter une économie de presque 1,5 à 3/4 de milliard de dollars? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas quelque chose pour l'argent des Ontariens? Monsieur le Président, j'ai toujours essayé d'être conciliant. Par conséquent, je vais vous donner ces renseignements sur le champ. C'est une situation et vous devriez prendre en note ces chiffres. Alors, voici les coûts pour l'assurance pour un homme marié qui a 30 ans, qui se rend au travail tous les jours et qui n'a pas eu d'accident et qui n'a pas enfreint l'avant. Alors, il a une couverture de 1 million de dollars, un déductible de 100 dollars pour collision, 50 dollars d'autres couvertures pour une sedan Celebrity de 1985. C'est clair? Bon. À Vancouver, ces assurances seraient de 618 dollars. À Kamloops, en Colombie-Britannique, ce serait de 524 millions de dollars. En Saskatchewan, Regina, 500 millions de dollars. Et à Winnipeg, au Manitoba, 493 millions de dollars. En Ontario, à London, ce serait de 452 millions. À Kitchener, 462 millions. À Ottawa, 461. À Toronto, 555. Alors, voilà ce qui est pour de la recherche. Nouvelle question. Nouvelle question. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Nouvelle question, le député de Eglinton. J'ai une question qui s'adresse au ministre des Collèges et des Universités. Le ministre, donc, il a été indiqué à formuler des remarques plutôt bizarres au cours d'une réunion des présidents des universités pour ce qui est du financement des universités. Il a été dit que, dans le Globe and Mail, il a dit que ce qu'il en est, c'est que si on ignore, même si on ignorait l'éducation postsecondaire, on aurait de toute façon la majorité des voix. C'est cette remarque qui explique pourquoi le gouvernement n'a pas donné les fonds nécessaires ou ne les a pas augmentés comme il le fallait. Monsieur le Président, je suis fort heureux de pouvoir répondre à cette question, mais avant de le faire, j'aimerais comparer les renseignements erronés de ce député et d'autres renseignements erronés. Plus tôt, il était question d'un programme d'apprentissage à un collège. Or, ce qui se passe, c'est que le collège réclamait ce programme et qu'il l'a réclamé depuis 1981, donc à Kennebec. Et plus tôt, il a indiqué que le 10 octobre et hier, le 14 octobre, ce programme a eu le feu vert. À l'ordre. À l'ordre.
Il y avait un rappel au règlement, Monsieur le député? Une question simplement. Il n'a pas répondu à ma question, il a répondu à une question antérieure. S'il avait voulu y répondre, il aurait dû y répondre. Je suis fort heureux que vous êtes là pour m'aider. Je vais maintenant demander au ministre de répondre à la dite question. Monsieur le Président, puis-je continuer? Je m'excuse de digresser comme ça, mais je crois qu'il était important que cela ait été dit. Le député de Eglinton a fait une citation qui a été citée hors question. Qu'y en a-t-il des priorités pour ce qui est de l'éducation postsecondaire? Et moi, j'ai dit que ce n'était pas en fait un enjeu politique ici, car nous sommes fermement dévoués ici. Nous voulons absolument redresser tout le mal qui a été fait à notre système universitaire, et ce, pendant 10 ans. Et les documents le montrent, c'est clair, qu'en fait, nous avons entrepris des démarches fort importantes et qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir. Mais c'est pas ça qui va nous obtenir la majorité des voix non plus. Et c'est pas ça non plus qui va faire l'enjeu des élections à venir. Il y a d'autres questions importantes. Mon commentaire aujourd'hui, et il était à l'époque, c'est que nous nous dévouons à cette question parce que nous croyons que c'est une question d'importance. Supplémentaire. Monsieur le Président, je crois qu'en fait, le dossier ici est très clair. J'aimerais lui demander au ministre si ce qu'il dit, c'est qu'une augmentation de moins de 4 dans les subventions serait suffisante pour les universités de l'Ontario. C'est là ma question. Pourrait-il y répondre? 26 en 1985. En fait, nous avons fait beaucoup plus pour corriger, rectifier les problèmes qu'on en a fait au cours des 10 dernières années. Regardez le système collégial et universitaire. À l'ordre. Monsieur le Président, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. On a commencé à reconstruire, à offrir de nouveaux programmes, d'améliorer les campus. On a même complètement changé le système, qui en fait était un vrai désastre il y a 1 an et demi. Il y a de nouveaux programmes qui ont été offerts. Est-ce qu'il reste encore beaucoup à faire ou est-ce qu'il reste encore des choses à faire? Tout simplement, oui. Question? À l'ordre. Le député d'Ottawa Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Services communautaires et sociaux. Nous n'avons pas beaucoup de services de garde en Ontario et surtout, nous n'avons pas beaucoup de services de garde abordables. Et il semblerait que d'ici la fin de l'année, il semblerait qu'on va retirer des subventions indirectes à ces services de garderie. Et en fait, cela permet de réduire le coût à quelques 4 000 $ par enfant année. Or, ce qui se passe ici, c'est qu'on a permis aux centres de garderie et aux familles de continuer à se voir offrir ce service de garderie au cours des 12 prochains semaines. Monsieur le Président, l'interdiction quant à ces services de garderie ne découle pas de la compétence de l'Ontario, de province, mais plutôt du fédéral. En fait, le fédéral a indiqué il y a 3 ans qu'ils ne sont pas prêts à le faire. Et toutes les municipalités qui ont autorisé ce genre de service ont été avertis il y a 3 ans. Lorsque le gouvernement a pris place, c'était là une question de litige. Or, à ce moment-là déjà, la décision avait déjà été prise de couper tout cela à partir de décembre 1985. On a pu le rallonger pour toute une année complète, 12 mois. Toutes les municipalités ont été averties et elles connaissaient donc la situation. On leur a indiqué que nous étions prêts à travailler avec eux sur une base individuelle, tout comme je suppose que l'a fait le gouvernement précédent. Je ne sais pas, mais je suppose. Mais on leur a également indiqué que beaucoup d'entre elles avaient la possibilité d'augmenter le niveau qui leur permettrait d'obtenir des subventions. On leur a formulé ces propositions. J'aimerais également
dire autre chose, Monsieur le Président, c'est qu'au cours de cette période, c'est-à-dire subvention indirecte, il n'y a eu aucune subvention quant au niveau du revenu. Autrement dit, une famille qui touche, disons, 20 000 $ obtiendrait la même subvention qu'une famille qui toucherait 50 000 $. Mais non, ce programme de subvention, à l'ordre, à l'ordre, à l'ordre, supplémentaire. Merci. Cette réponse était certes quelque peu désordonnée. Vous avez raison. Ou n'était pas à l'ordre. Et il semblerait que ça peut coûter de 17,50 $ par jour à 28 $ par jour. C'est-à-dire que ça peut coûter quelque 3 000 $ par année par enfant. Quel système a-t-il donc mis en place pour s'assurer que les services offerts à Thunder Bay seront offerts et fonctionneront et que les familles qui utilisent ces services obtiendront encore des services de garderie d'ici à 12 semaines? À Thunder Bay, comme dans toute municipalité, qui semble en fait être dans ma région, ça fait 3 ans qu'ils sont avertis et qu'en fait, ils auraient pu mettre sur pied un système. On leur a indiqué qu'ils pouvaient examiner à nouveau le type de structure financière qu'ils ont à faire. On était prêt à discuter avec eux, et ce, sur une base individuelle. On leur a dit, mais nous n'allons pas continuer ces subventions indirectes. Le temps pour toutes